Le Talon A2 est jusqu'à présent l'effort le plus convaincant de l'Amérique pour rivaliser dans le nouveau domaine de la guerre moderne, le domaine officiellement appelé hypersonique. La Chine et d'autres nations sont déjà en avance sur les États-Unis dans cette course aux armements, mais si le A2 tient ses promesses, l'écart pourrait bientôt se réduire. Mais le A2 n'est peut-être pas ce que vous imaginez. Classé comme un véhicule planant hypersonique autonome plutôt qu'un avion de chasse traditionnel, le A2 se distingue par une vitesse presque incroyable associée à une agilité inégalée, ce qui rend cette arme pratiquement impossible à intercepter. En d'autres termes, si les États-Unis envoient un véhicule planant hypersonique comme le A2 pour attaquer une cible, il n'y a pratiquement rien qu'un adversaire puisse faire, à part s'asseoir et regarder le feu d'artifice très coûteux. D'un autre côté, des pays comme la Chine possèdent déjà leurs propres armes hypersoniques tout aussi imparables, et l'Amérique est tout aussi incapable de s'en défendre pour le moment. Nous assistons à l'une des courses aux armements les plus terrifiantes de l'histoire, et comme toujours, il se passe bien plus de choses que le grand public ne le sait. Talon A2, le nouveau drone du Pentagone, a dépassé Mach 5. Le Talon A2, actuellement un prototype, a officiellement atteint des vitesses dépassant Mach 5 à 2 reprises, une fois en décembre 2024 et de nouveau en mars 2025. Les 2 vols d'essai ont décollé du Mojave Air and Spaceport dans le désert de Mojave, sans surprise, et les 2 vols d'essai ont été considérés comme un succès. Cette réussite est d'autant plus remarquable que le A2 a atteint les vitesses hypersoniques visées et a aussi réussi un atterrissage entièrement autonome à 2 reprises. Mais avant tout, clarifions tout de suite un point. Le A2 est un véhicule planant hypersonique, ou HGV, et lorsqu'il passera du stade de prototype à celui de modèle de production, il est destiné à servir de système de lancement aéroporté pour une charge utile. Maintenant, cette charge utile, dans le cas des HGV comme le A2, est une partie distincte de l'ensemble, se déployant elle-même depuis l'appareil pendant le vol à grande vitesse, voyageant également à des vitesses hypersoniques et cherchant finalement à atteindre et détruire sa cible prévue. Ainsi, le A2 a bien plus en commun avec un missile qu'avec un avion de chasse, étant conçu pour détruire des bases fortement défendues qu'un avion de chasse n'aurait aucune chance d'approcher. Quant à la raison pour laquelle un HGV est si complexe, pourquoi il comprend plusieurs phases de vol et plane au lieu d'être simplement propulsé, eh bien nous allons absolument aborder tout cela. Et regardez, il est important de comprendre que toutes les armes hypersoniques ne sont pas des HGV, et que différentes versions présentent des niveaux de menaces différents. Nous allons bien sûr également aborder tout cela. Il faut comprendre qu'une attaque réelle avec un HGV rend l'interception impossible, faisant de cette technologie l'un des plus grands bouleversements militaires depuis des décennies. Examinons les spécifications de l'A2 en commençant par sa propulsion, assurée par un moteur fusée Hadley d'Ursa Major. Le moteur brûle un mélange d'oxygène liquide et de kérosène, générant une poussée de 5000 livres-force, 22 kN. En comparaison, le missile Tomahawk standard a un moteur Williams International F-107 produisant seulement 600 à 700 livres-force. Le corps de l'A2 mesure 8,5 mètres de long. Il a une envergure remarquablement courte de seulement 3,4 mètres et sa masse au lancement est d'environ 2700 kg. À l'heure actuelle, au stade de prototype, l'A2 n'est pas destiné à transporter de charges explosives, mais on estime que les versions ultérieures seront capables de transporter des charges d'environ 450 kg. Au-delà de ces spécifications de base, l'entreprise responsable de l'A2 Stratolaunch reste comme à son habitude très discrète sur les détails concernant ce chasseur. La seule information supplémentaire réelle est venue d'un communiqué de presse énigmatique du département de la Défense des États-Unis qui mentionnait que l'A2 utilise une unité de mesure inertielle fournie par le développeur et fabricant d'armes Northrop Grumman. Ce composant s'appelle Unité de mesure inertielle de technologie hypersonique avancée. Oh mon Dieu, trouvez-moi un acronyme, autrement appelé le gyroscope à résonance hémisphérique. Pas utile, ce n'est pas un raccourci utile. La HT-IMU est en soi impressionnante, étant un capteur très précis et incroyablement robuste, bien au-delà du GPS standard disponible pour le public. Le capteur permet à l'A2 de comprendre sa propre position dans l'espace et de mesurer précisément ses propres manœuvres jusqu'à un micro-G, ce qui est essentiel compte tenu des vitesses et des schémas de vol à forte accélération prévus. Le capteur, à l'état solide et sans pièces mobiles, offre une durée de vie pouvant atteindre 70 millions d'heures. Selon Northrop Grumman et ses représentants, la survivabilité de l'unité de navigation, également connue sous le nom de gyroscope à résonateur hémisphérique, est une réalisation majeure. En raison de l'environnement hostile, de la vitesse hypersonique, de la présence et des forces intenses subies lorsque la technologie fonctionne à l'intérieur de la limite atmosphérique terrestre.
Cette technologie a recueilli des heures de données essentielles au sol et en vol, cruciales pour son développement futur. Vous noterez l'accent mis sur les conditions difficiles aux vitesses hypersoniques et la robustesse des composants clés. Et cela nous amène à ce qui est sans doute la plus grande avancée avec l'A2, à savoir qu'il est réutilisable. L'équivalent chinois en matière de planeur hypersonique est le DFZF, qui est déployé grâce à un propulseur à propergol solide DF-17 spécialement conçu. Le propulseur se détache pendant le vol et le DFZF fait partie de la charge explosive, contrairement à un système qui déploierait une charge distincte, ce qui signifie que le planeur hypersonique est, bien sûr, détruit à l'impact. Par conséquent, la Chine doit produire un tout nouveau système de planeur hypersonique pour chaque opération, ce qui porte le coût à environ 15 millions de dollars par tir. L'A2 réutilisable, bien que plus complexe, réduit considérablement le coût, ce qui en fait une avancée notable par rapport à la version chinoise à certains égards. Cela dit, l'A2 ne peut toujours pas décoller seul. Comme tous les planeurs hypersoniques, la priorité reste la vitesse maximale, ce qui crée un dilemme pour ses capacités globales. Nous avons déjà cité les ailes courtes de l'A2, preuve que ce n'est pas un oubli. Les ailes sont conçues pour offrir de la stabilité à des vitesses hypersoniques, à l'image des ailerons sur les missiles traditionnels, et en contrepartie, elles ne sont pas capables de générer la portance nécessaire au décollage. Le moteur Hadley vise aussi la vitesse maximale en altitude, mais il ne fournit pas le rapport poussée-plein-poiteux requis pour décoller du sol. Plus précisément, le carburant à bord de l'A2 est également entièrement nécessaire pour atteindre des vitesses Mach 5, ce qui signifie qu'une phase de décollage n'est tout simplement pas possible. L'A2 nécessite donc l'assistance d'un avion porteur, mais au lieu d'utiliser une fusée à propergol solide comme le DF-17, l'A2 est assisté par un avion porteur. Il existe déjà des plans pour un nouveau compagnon de lancement aérien, un avion 747 connu sous le nom de Spirit of Marv, mais pour l'instant le Rock joue ici un rôle crucial. Plus en détail, le Rock est un avion absolument gigantesque, construit avec des pièces recyclées provenant de deux 747-400. Une fois assemblé, le résultat se distingue par son immense envergure de 117 mètres, la stabilité qui en découle rendant l'avion parfait pour le lancement aérien d'un appareil plus petit. Fait intéressant, le Rock était à l'origine destiné par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, à placer des satellites en orbite, mais après la mort d'Allen en 2018, sa société Stratolaunch a changé d'orientation vers des opérations militaires. Concentrons-nous sur les 2 vols d'essai réussis. Le Rock a transporté l'A2 au-dessus du Pacifique, le long de la côte sud de Californie, puis a largué le planeur hypersonique à 11 km d'altitude dans la basse atmosphère. L'A2 a ensuite atteint des vitesses hypersoniques, brûlé tout son carburant, puis plongé dans une couche d'air plus dense. Une manœuvre de redressement a ensuite été effectuée et l'A2 a réalisé un vol plané horizontal sur une distance comprise entre 40 et 100 km à la limite de la haute atmosphère. À ce stade, l'A2 n'était plus propulsé et entamait un vol plané, surfant près de la limite de l'atmosphère et réalisant des manœuvres erratiques pour rester imprévisible face aux défenses. C'est d'ailleurs pendant cette phase de vol plané que les planeurs hypersoniques sont les plus vulnérables. Gardez cela à l'esprit. Après son vol plané hypersonique, l'A2 a atterri avec succès à la base de la force spatiale de Vandenberg, au nord-ouest de Los Angeles. La distance exacte parcourue n'a pas été précisée, mais il a été indiqué que les versions ultérieures de l'A2 auront une portée opérationnelle d'environ 1500 km. Scott Wilson, responsable du programme MACH-TB, affirme « Dès 103 ces vols ont été un immense succès pour notre programme et la nation. Les données recueillies lors des expériences menées lors du premier vol du Talon A ont maintenant été analysées et les résultats sont extrêmement positifs. Tester rapidement des technologies est très précieux, alors que nous accélérons les essais hypersoniques. Le programme MACH-TB se félicite de ses succès de vol et attend avec impatience les prochains essais avec Stratolaunch. Fin de citation. MACH-TB désigne le banc d'essai hypersonique des capacités avancées multiservices, Deep Breath, un programme du département de la Défense des États-Unis. Un certain nombre d'entreprises reconnues agissent comme fer de lance de l'Amérique pour cette nouvelle vague de technologies, notamment les Big Five, Lockheed Martin, RTX, anciennement Raytheon, Northrop Grumman, la société Boeing et General Dynamics. Le développement vise des aéronefs comme l'A2 des armes hypersoniques type Dark Eagle et des systèmes de défense contre ces armes. L'A2 a encore quelques années devant lui, mais une version finale devrait être prête pour le déploiement d'ici 2028. Après les vols d'essai réussis, le Dr Zachary Cravor, PDG de Stratolaunch, a déclaré « Les données de ce second vol nous permettent d'appliquer les leçons tirées pour renforcer la solidité et les performances des véhicules Talon A.
Bien que l'équipe doive terminer son analyse des données du vol, de la première revue de vol a confirmé la robustesse de la conception du Talon A, tout en démontrant la capacité à atteindre l'ensemble des performances souhaitées par nos clients. Nous avons démontré des vitesses hypersoniques, réalisé un atterrissage sur piste avec récupération rapide de la charge utile et confirmé la réutilisabilité. Les 2 vols ont été de grandes réussites pour notre pays, notre entreprise et nos partenaires. Fin de citation. À ce stade, avant d'aborder les technologies hypersoniques sur lesquelles travaillent en d'autres pays et la façon dont le visage de la guerre est à jamais transformé, essayons d'abord de mieux comprendre pourquoi les planeurs hypersoniques sont si révolutionnaires à la base. Comprimer les délais de défense à quelques secondes. Le terme hypersonique fait référence à des vitesses supérieures à Mach 5, soit plus de 6173 km/h. Pour vous donner une idée, un avion de ligne commerciale atteint des vitesses juste en dessous de Mach, tandis que les avions de chasse traditionnels opèrent généralement entre Mach 2 et Mach 3. Pour le dire autrement, un avion hypersonique dans l'atmosphère génère tellement de chaleur à cause de la friction avec l'air qu'il commence à se consumer, un peu comme une météorite qui brûle de la même manière. Ce ne sont pas les vitesses hypersoniques en elles-mêmes qui sont si révolutionnaires ici. En fait, un avion capable d'atteindre des vitesses hypersoniques existe depuis les années 1950, un projet de la guerre froide appelé le IS-15. Les déclarations officielles affirment que l'avion piloté était destiné à fournir des données essentielles pour le programme spatial Apollo, et après avoir fourni les données nécessaires, et suite à la mort du pilote d'essai Michael J. Abrams en 1967, le X-15 a été mis hors service. Mais peut-être que l'une des autres raisons inavouées de l'abandon du projet est que l'avion ne pouvait ni transporter ni déployer de charge utile, ce qui en faisait un outil de collecte de données très impressionnant mais aussi très coûteux. Les missiles balistiques intercontinentaux, comme le DF-41 chinois, atteignent des vitesses hypersoniques. Ce missile terrifiant a une portée de 12 000 à 15 000 km, une vitesse maximale annoncée de, tenez-vous bien, Mach 25, et il pourrait atteindre les États-Unis depuis la Chine en environ 30 minutes. Le DF-41 peut être lancé depuis un simple camion routier à 16 roues, il est capable de transporter des ogives nucléaires, et, une fois à portée, il déploie 10 véhicules de rentrée indépendamment ciblés ou MIRV, ce qui signifie 10 cibles distinctes. Cela signifie subir une attaque nucléaire après le lancement d'un seul missile. Avec une telle puissance de feu, vous pourriez vous demander pourquoi il serait nécessaire d'en avoir davantage, tout simplement. Eh bien, je suis content que vous posiez la question, car c'est ici que les avantages des planeurs hypersoniques deviennent évidents. Le DF-41, bien qu'il soit techniquement hypersonique, est relativement facile à détecter et à intercepter, ce qui rend ses capacités dévastatrices un peu moins menaçantes. Le missile, avant tout, suit une trajectoire balistique traditionnelle, ce qui signifie qu'il s'élève en arc de cercle et redescend également en arc, ce qui est très facile à prévoir et donc facile à intercepter. Je ne sais pas si je dirais facile, mais c'est possible. Sa trajectoire de vol l'emmène également bien au-dessus de l'atmosphère au départ, ce qui la place dans la portée des capteurs spatiaux de suivi hypersonique et balistique, ou satellites HBTSS, qui sont conçus précisément pour repérer les missiles. En parlant de détection, c'est le moment d'expliquer que les systèmes existants se divisent en 2 grandes catégories. Les capteurs satellites situés au-dessus de l'atmosphère détectent des cibles au-delà de l'atmosphère terrestre, tandis que les radars terrestres surveillent les zones proches du sol. Le principal défaut est l'absence de capteurs dédiés aux couches supérieures de l'atmosphère, ce qui montre pourquoi un planeur hypersonique est si dangereux. Passons maintenant à l'autre facteur important. Un planeur hypersonique plane. Ici, nous comparons le missile de croisière hypersonique russe Zircon, lancé depuis un tube standard de frégate ou sous-marin, avec une portée de 600 à 1000 km et une vitesse maximale entre Mach 8 et Mach 9. En raison de sa portée plus courte, le Zircon ne sort pas de l'atmosphère et n'est donc pas détectable initialement par les satellites HBTSS. Mais en contrepartie, le Zircon utilise un statoréacteur à combustion supersonique, avec le problème qu'il a besoin d'air pour brûler son carburant et produire de la poussée. Ainsi, le Zircon hérite du frottement avec l'air, devenant extrêmement chaud pendant son vol, et donc facilement détectable par les capteurs infrarouges. Ainsi, le DF-41 et le Zircon, bien qu'extrêmement dangereux, présentent tous deux le défaut fatal d'être détectables, ce qui permet de les intercepter et de les abattre avant qu'ils n'atteignent leur cible prévue. Sur la base de ces informations, donc, un missile véritablement dangereux serait celui qui n'a pas de trajectoire balistique, qui n'entre pas dans le champ des capteurs satellites et qui peut éviter d'être dans l'atmosphère. Le A2, le DF-ZF chinois et l'avant-garde de la Russie visent précisément à atteindre ces objectifs. Pour approfondir un peu plus la question de la trajectoire, un autre facteur important est que les planeurs hypersoniques sont, par conception, des drones.
Les avions de chasse classiques restent limités par le corps humain, car des vitesses élevées et de fortes accélérations peuvent rapidement neutraliser ou tuer le pilote. Si vous retirez le pilote de l'équation, eh bien vous ouvrez des possibilités qui n'avaient jamais été réalisables auparavant. Un système embarqué HGV peut réagir à l'échelle de la microseconde, et sans pilote à bord, vous obtenez un appareil incroyablement rapide, extrêmement maniable, qui est un véritable cauchemar à intercepter. Maintenant que nous avons posé toutes les bases, regardons tout cela du point de vue d'un défenseur. Imaginez qu'un missile ICBM soit détecté, quittant l'atmosphère alors qu'il effectue sa séquence de lancement initiale et commence à se diriger vers sa cible. D'après les informations satellites, vous savez où se trouve l'ICBM, et s'il ne déploie pas de planeur hypersonique, HGV, vous avez également une bonne idée de sa destination grâce à une trajectoire prévisible. Vous avez donc 30 minutes, en supposant que le missile provienne d'un pays lointain, pour évaluer la situation et décider des méthodes d'interception appropriées. 30 minutes peuvent me paraître courtes, mais en termes militaires, c'est suffisant pour réagir. Passons maintenant à une situation impliquant un planeur hypersonique à plus courte portée qui n'utilise pas de lanceur ICBM. Le missile n'a pas besoin de quitter l'atmosphère lors du lancement initial, il n'est donc pas détecté par les radars. De même, il reste hors de portée des radars au sol et plane à l'approche sans générer de chaleur. Il est également extrêmement agile et effectue des manœuvres erratiques, donc sa trajectoire, même si vous parvenez à le détecter, reste un mystère déroutant. Le planeur hypersonique deviendra d'ailleurs détectable lorsqu'il plongera pour son approche finale, mais compte tenu de sa vitesse, la fenêtre de réaction dont vous disposez n'est que de quelques secondes. Il est possible qu'un système de défense automatisé puisse lancer une contre-mesure, mais rappelez-vous que le planeur hypersonique est un drone capable de manœuvrer à l'échelle de la microseconde, donc il y a de fortes chances que la contre-mesure rate tout simplement sa cible. Donc tout cela revient à dire qu'il s'agit d'une attaque contre laquelle il est vraiment impossible de se défendre, n'est-ce pas ? Eh bien, il est temps de passer au sujet des systèmes de défense contre les planeurs hypersoniques. Certes, les planeurs hypersoniques comptent parmi les armes les plus dangereuses, mais il ne suffit pas de dire « on ne peut rien faire » et d'ignorer le problème. Se défendre contre une arme imparable. Actuellement, le message répété par les porte-paroles militaires est que les planeurs hypersoniques sont imparables. Mais il serait plus juste de dire qu'ils sont tout simplement extrêmement difficiles à contrer, du moins pour l'instant. Quand de nouvelles armes destructrices sont développées et prêtes à devenir courantes sur le champ de bataille, les mesures défensives suivent rapidement. Michael A. White, directeur du développement hypersonique au bureau du sous-secrétaire à la Défense pour la recherche et l'ingénierie, a fait des déclarations remarquées sur les systèmes de défense hypersonique. Il affirme que les États-Unis disposent déjà de capacités défensives et que de nouvelles technologies sont en cours de déploiement dès 2026. Dans une déclaration datant de 2021, White a dit « Ces armes seront conçues pour neutraliser des cibles maritimes côtières et terrestres d'une importance critique dans des délais pertinents pour le champ de bataille tactique. Pour contrer les armes hypersoniques adverses, nous déployons une stratégie complète de neutralisation en couches utilisant des moyens cinétiques et non cinétiques pour neutraliser ces menaces à chaque étape de leur chaîne. Des technologies seront aussi développées. » Ce type emploie plus de jargon militaire que tout ce que j'ai jamais entendu. Je continue. Des technologies seront aussi développées pour améliorer les systèmes hypersoniques réutilisables pour une future utilisation dans des missions urgentes de pénétration, de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de frappe. Citation d'aide. Donc en gros, après tout ça, ce que ce type dit, c'est que oui, peut-être qu'on pourra finalement se défendre contre eux. La stratégie de neutralisation multicouche en cours de développement est un projet nommé Architecture spatiale proliférée du combattant, actuellement géré par l'Agence de développement spatial. Le système reposera sur un vaste réseau de centaines de satellites en orbite basse, comblant efficacement les lacunes des systèmes de détection traditionnels. Les satellites sont capables de suivre avec précision les unités hypersoniques d'une manière que les autres systèmes ne peuvent pas, ce qui neutralise immédiatement l'un des plus grands avantages des planeurs hypersoniques. En l'état actuel, la constellation initiale Tranche 0 a déjà été lancée avec succès par l'Agence de développement spatial en 2024. La constellation comprend des satellites HBTSS construits par Northrop Grumman, qui ont démontré qu'ils sont capables de détecter et de verrouiller des cibles hypersoniques. Actuellement, le lancement de la phase Tranche 1 a débuté en septembre 2025, qui doit inclure 28 satellites supplémentaires. Selon les rapports, il y a eu quelques difficultés, mais on s'attend à ce que la phase actuelle soit terminée d'ici début 2027. Par la suite, la tranche 2, pour laquelle des contrats ont déjà été attribués, ajoutera des centaines de satellites supplémentaires, offrant ainsi une couverture quasi totale de détection constante des planeurs hypersoniques.
Mais détecter et suivre les planeurs hypersoniques est une chose. La vraie question est de savoir ce qui peut être fait pour intercepter les attaques et s'assurer qu'elles n'atteignent pas leur cible. Actuellement, les missiles Patriot sont modernisés pour augmenter leurs chances. Mais selon les propres mots de l'armée américaine, même avec des améliorations, les systèmes existants ne sont guère plus qu'une tentative désespérée. Les points de défense bénéficient aussi de mises à niveau rapides logicielles et matérielles, et certains systèmes standards ainsi améliorés ont prouvé pouvoir intercepter et détruire des cibles hypersoniques. Les systèmes Aegis embarqués sont essentiels à la défense américaine car ils peuvent être rapidement déployés à des points stratégiques. Avec des systèmes améliorés, il a été démontré que les missiles SM-6 existants sont capables d'intercepter des attaques hypersoniques. Cependant, les résultats ne sont pas fiables et ne sont pas idéaux en situation de crise. Hormis les terminaux en mer, les systèmes FAD, défense de zone terminale à haute altitude, ont une fonction similaire à leurs équivalents maritimes. Les systèmes FAD sont rapidement déployables sur Terre et sont capables d'intercepter des attaques provenant de l'intérieur comme de l'extérieur de l'atmosphère terrestre, à des portées allant jusqu'à 3000 km. Les systèmes FAD, essentiels pour la défense des avant-postes et cibles au sol, recevront des mises à niveau matérielles et logicielles en juillet de cette année. Encore une fois, ces efforts sont toujours considérés comme des mesures de dernier recours, et la probabilité d'intercepter des attaques hypersoniques reste très faible. C'est vrai, l'interception hypersonique est encore lointaine, mais les États-Unis, en collaboration avec leurs alliés, sont en train de développer ce qu'on appelle des intercepteurs dédiés aux armes hypersoniques. Les projets majeurs Glide Phase Interceptor et Glide Breaker fourniront une défense totale contre les armes hypersoniques une fois opérationnelles. Le Glide Phase Interceptor est un missile en développement destiné à intercepter les HGV pendant leur phase de vol plané, lorsqu'ils sont les plus vulnérables. Pendant le vol plané, un HGV reste relativement agile, mais vise surtout à parcourir la distance rapidement. En maintenant sa vitesse maximale, il esquive moins efficacement les contre-mesures qu'en phase de descente. Mais qu'est-ce qui peut vraiment frapper à ce moment ? Les contre-mesures existantes comme le SM-3 sont conçues pour intercepter des cibles au-dessus de l'atmosphère, mais sont totalement incapables de suivre ou d'intercepter les HGV. Le SM-6 opérant plus bas intercepte lors de l'approche finale, mais comme déjà dit, il est très difficile d'atteindre une cible aussi rapide et agile. Ce dont nous avons besoin, c'est donc d'une contre-mesure capable d'utiliser les informations de suivi fournies par les nouveaux satellites HBTSS, et qui soit également suffisamment rapide et agile pour toucher ce qui est essentiellement une petite météorite. L'intercepteur de phase de vol plané est en développement pour cela. Et de plus, l'objectif était qu'il soit déployable à partir des destroyers équipés du système Aegis existant, ainsi que depuis les sites terrestres Aegis. L'arme sera donc très polyvalente et déployée sur de nombreux sites stratégiques. Elle ne nécessite que les satellites déjà en cours de déploiement. Pour entrer dans les détails, l'aspect le plus révolutionnaire est que l'intercepteur utilisera en vol un moteur de pointe réallumable. Le moteur peut ralentir ou accélérer selon les besoins, ce qui lui permet d'économiser du carburant tout en s'adaptant à la vitesse de la cible. Une fois l'écart comblé, l'intercepteur libérera un véhicule d'interception secondaire équipé de capteurs ultra avancés. Au lieu d'avoir une ogive explosive, le véhicule tueur entre simplement en collision avec le planeur hypersonique en utilisant la force cinétique et à des vitesses supérieures à Mach 5, même un simple impact rasant suffit à déchirer le planeur en morceaux. Les États-Unis collaborent avec le Japon pour développer la technologie d'interception en phase de vol plané, et selon les derniers rapports, Northrop Grumman a reçu un contrat accéléré. Les systèmes d'interception en phase de vol plané devraient être pleinement opérationnels d'ici 2028, ce qui signifie qu'ils devraient pouvoir être déployés en parallèle avec les constellations de satellites. Tranche 1. Voyons maintenant Glide Breaker, l'autre programme de défense. Ce projet est en cours à la Defense Advanced Research Projects Agency, ou DARPA. Glide Breaker n'a pas pour but de créer une arme d'interception précise, mais est un projet continu de recherche sur les engins hypersoniques et les technologies prenant pour les neutraliser. Les recherches de la DARPA complètent les systèmes d'interception comme l'intercepteur de phase de vol plané, et c'est grâce à ce projet que des technologies telles que le système de contrôle d'attitude et de déviation, ou DAX, existent. DAX est un système innovant permettant des manœuvres rapides et précises pour intercepter des cibles hypersoniques. Bien que rarement mentionné dans les communiqués, le développement et les tests du DAX expliquent sans doute de nombreuses observations d'OVNI, ou alors il s'agit peut-être d'extraterrestres. Et enfin, mais c'est très important, l'un des autres objectifs de Glide Breaker est de permettre l'interception de cibles hypersoniques à très longue distance.
Ainsi, lorsque des contre-mesures seront déployées, elles aideront à annuler un autre avantage majeur des attaques hypersoniques, la fenêtre de réaction considérablement raccourcie. La scène internationale. Jusqu'ici, nous nous sommes surtout concentrés sur les États-Unis et l'A2 reste un prototype impressionnant. Pour être clair, les États-Unis avancent surtout dans les contre-mesures et n'ont produit que récemment une arme convaincante, le Dark Eagle, que nous aborderons dans un instant. Regardons maintenant la scène mondiale et observons les progrès des autres grandes puissances. Il vaut peut-être mieux commencer par la Russie, car l'armée du pays a, disons-le poliment, une réputation quelque peu douteuse lorsqu'il s'agit de parler de ses capacités militaires. Avant l'invasion de l'Ukraine, en 2018, le président Poutine s'est exprimé lors d'un discours devant l'Assemblée fédérale. Il en a profité pour révéler que son armée travaillait sur des armes hypersoniques et a longuement parlé d'un nouveau missile appelé le Kinjal. Poutine a déclaré « Les pays disposant d'un fort potentiel de recherche et de technologie avancée sont connus pour développer activement ce que l'on appelle des armes hypersoniques. Bien sûr, ce type d'arme offre des avantages considérables lors d'un conflit armé. Les experts militaires estiment qu'il serait extrêmement puissant et que sa vitesse le rend invulnérable aux systèmes actuels de défense anti-missiles et anti-aérienne, car tout simplement, les missiles intercepteurs ne sont pas assez rapides. À cet égard, il est tout à fait compréhensible que les principales armées du monde cherchent à posséder une arme idéale de ce type. Mes amis, la Russie possède déjà une telle arme. La création d'un missile aérien hypersonique de haute précision a marqué l'étape majeure du développement des systèmes d'armes modernes. C'est actuellement le seul au monde. Ces essais ont été menés avec succès et, de plus, le 1er décembre de l'année dernière, ces systèmes ont commencé leur service d'essai sur les aérodromes du district militaire sud. Les caractéristiques de vol unique de l'avion porteur à grande vitesse permettent d'acheminer le missile jusqu'au point de largage en quelques minutes. Le missile, volant à une vitesse hypersonique 10 fois supérieure à celle du son, peut aussi manœuvrer durant toutes les phases de sa trajectoire. Ce qui lui permet également de surmonter tous les systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles existants, et, je pense, futurs, en délivrant des ogives nucléaires et conventionnelles sur une portée de plus de 2000 km. Nous appelons ce système Kinjal. Fin de citation. Maintenant, Kinjal existe bel et bien. Il peut réellement atteindre des vitesses de Mach 10, et l'arme a effectivement une portée de 2000 km. Mais si c'est le cas, et si Kinjal peut vraiment déjouer tous les systèmes de défense anti-missiles, alors pourquoi la Russie n'a-t-elle pas écrasé les défenses ukrainiennes ? C'est ici que cela se complique et qu'il faut considérer un autre aspect clé de la guerre, la propagande. Ne vous y trompez pas, la Russie a activement utilisé Kinjal, et il s'est avéré dévastateur. En réalité, le missile n'est pas aussi imparable que le disait Poutine, ayant été à plusieurs reprises abattu par les défenses aériennes existantes. En mai 2023, des responsables ukrainiens ont indiqué que l'armée avait intercepté une attaque de Kinjal au-dessus de Kiev, à l'aide d'un système de défense MIM-100 4 Patriotes existant. Les détails des rapports ont révélé que le Kinjal était en réalité un missile balistique IS-Kassan déjà existant, qui avait été déployé via un nouveau système de lancement aérien. Pendant sa phase de vol, le missile Iskander a effectivement atteint une vitesse supérieure à Mach 10, mais lors de la phase de descente, il a ralenti à seulement Mach 3,6 pour son approche terminale. Les missiles n'avaient pas la maniabilité des vrais planeurs hypersoniques, contrairement à ce qu'affirmait Poutine, ce qui a permis d'abattre des salves entières de cette arme soi-disant imparable avec un taux de réussite élevé. La Russie a depuis changé de tactique, misant sur la saturation et lançant des salves de Kinjal accompagnées de centaines de drones. Cette tactique coûteuse et gourmande en ressources a submergé les systèmes de défense et des attaques réussies ont été menées. La réalité cependant, c'est que Poutine arrangeait la vérité lorsqu'il affirmait que le Kinjal était une véritable arme hypersonique. C'est de la propagande, tout simplement. En dehors de cela, la Russie possède également le 3 M22 Zircon mentionné précédemment, qui utilise un statoréacteur à combustion supersonique. Pour entrer un peu plus dans les détails, le Zircon est un missile hypersonique à courte portée, et selon les données fournies par la Russie, il serait capable de frapper à des distances d'environ 1000 km et d'atteindre des vitesses de Mach 9. Les analystes occidentaux sont sceptiques quant aux données fournies, suggérant que sa portée serait plutôt d'environ 750 km. Les données recueillies en Ukraine, où le Zircon a été déployé, indiquent que sa vitesse réelle est de Mach 5,5 en croisière et atteint un pic de Mach 7,5 lors de la descente. En février 2024, des attaques de Zircon ont été interceptées et détruites avec succès par des systèmes de défense standard MIM-104 Patriot. Le dernier dans l'arsenal de la Russie est l'Avangard. Également mentionné par Vladimir Poutine lors de son discours de 2018 devant l'Assemblée fédérale, Poutine a déclaré, je cite à nouveau, « Contrairement au type d'équipement de combat existant, ce système est capable d'un vol intercontinental à des vitesses supersoniques dépassant Mach 20. »
En se dirigeant vers sa cible, le bloc planant du missile effectue des manœuvres intensives, à la fois latérales sur plusieurs milliers de kilomètres et verticales. C'est ce qui le rend absolument invulnérable à tout système de défense aérienne ou antimissile. L'utilisation de nouveaux matériaux composites a rendu possible le vol guidé sur de longues distances du bloc planant, pratiquement dans des conditions de formation de plasma. Il vole vers sa cible comme une météorite, comme une boule de feu. La température à sa surface atteint de 1600 à 2000 degrés Celsius, mais le bloc planant est sauguidé de manière fiable. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas montrer l'extérieur de ce système, mais je vous assure que tout fonctionne très bien. Les entreprises industrielles russes développent aussi un nouveau type d'arme stratégique appelé l'avant-garde. Fin de citation. Selon la Russie, l'avant-garde est un planeur hypersonique associé au missile balistique intercontinental SS-19 Stiletto. Il peut transporter des charges nucléaires à une portée de 6000 km et une vitesse maximale entre Mach 20 et 27. Comme nous l'avons dit, l'avant-garde serait détectable en quittant l'atmosphère au lancement initial de l'ICBM et durant la propulsion à cause de la chaleur intense. Cependant, la charge utile est un véritable planeur hypersonique, HGV, et bénéficierait donc de tous les avantages mentionnés précédemment des HGV, notamment la furtivité et l'agilité. Respirez un peu, car même si l'avant-garde est réel et dangereux, les analystes occidentaux restent sceptiques sur plusieurs caractéristiques annoncées. La vitesse maximale a été remise en question, beaucoup affirmant que l'ICBM SS-19 ne peut presque certainement pas maintenir de telles vitesses. Le scepticisme vise également les affirmations de la Russie, selon lesquelles elle disposerait d'un arsenal complet de versions déployables et produites en série, beaucoup estimant que le pays n'a pas les ressources nécessaires pour cela. En ce qui concerne les systèmes de défense hypersoniques, la Russie s'est montrée tout aussi prolixe au sujet de son système S-500, Prometheus qui, selon ses porte-paroles, serait pleinement opérationnel et déployé depuis au moins 2024. Si l'on en croit ces affirmations, Prometheus est une merveille de technologie militaire, entièrement capable d'intercepter des missiles et des véhicules hypersoniques. Il pourrait aussi cibler des unités en orbite basse, et serait efficace contre des avions furtifs tels que le F-35 et le B-21 à longue portée. Le rayon d'action opérationnel du système atteindrait jusqu'à 600 km grâce à un réseau de radars de gestion de combat, de radars d'acquisition en haute altitude et de radars d'engagement anti-balistique. Encore plus impressionnant, le système a un temps de réponse de seulement 3 à 4 secondes, ce qui en fait l'un des systèmes de défense les plus avancés au monde, voire le plus avancé. Certaines de ces affirmations sont peut-être vraies, peut-être pas, mais les analystes restent, encore une fois, très sceptiques quant à bon nombre de ces déclarations. Tournons-nous maintenant vers le pays largement considéré comme le leader dans la technologie hypersonique. Parlons de la Chine. La Chine dispose actuellement de ce qu'on peut déjà considérer comme un arsenal complet d'armes hypersoniques, y compris le missile longue portée DF-41 déjà mentionné et le DF-17 ainsi que son véhicule planant hypersonique DF-ZF. Ajoutons à cela le Weiji-21 et le GDF-600 encore en développement et ultra avancé, dont nous parlerons dans un instant. Tout d'abord, revenons sur le DF-17, le missile balistique à moyenne portée conçu pour lancer depuis les airs le planeur hypersonique DF-ZF entièrement opérationnel. Une information supplémentaire, le DF-ZF voyage généralement à des vitesses comprises entre Mach 5 et Mach 10, et lorsqu'il est lancé par le DF-17, il a une portée comprise entre 1800 et 2500 km. Des rapports confirment que le DF-ZF aurait été testé jusqu'à Mach 20 sans vérification officielle. En ce qui concerne la charge utile, le DF-ZF peut transporter soit une ogive conventionnelle destinée à des frappes de haute précision contre des cibles militaires renforcées, mais il est également capable d'emporter une ogive nucléaire. Au-delà de cela, il est également rapporté que le DF-ZF est testé avec des propulseurs d'extension de portée comme les ICBM DF-31 et DF-41, ce qui augmenterait considérablement la portée au-delà de 2500 km/s. Passons à la suite, la star de l'arsenal chinois est sans aucun doute le missile anti-navire Yijit-21, considéré comme l'arme la plus difficile à intercepter au monde et l'un des missiles à courte portée les plus meurtriers ayant jamais existé. Le Yijong-21 est très polyvalent, pouvant être lancé depuis la mer, la terre ou les airs, avec une portée de 1000 à 1500 km depuis la terre ou la mer, et jusqu'à 2000 km depuis les airs. Le Weiji-21, de façon remarquable, maintient une vitesse de croisière de Mach 6 mais accélère jusqu'à Mach 10 lors de l'approche finale. Ce qui est le plus remarquable, c'est que bien que le Weiji-21 ne soit pas techniquement un planeur hypersonique comme l'A2 ou le DF-ZF, il reste extrêmement agile, étant un hybride aérobalistique. Cela signifie que le Weiji-21 possède le profil d'agilité d'un planeur hypersonique. Ainsi, il ne suit pas une trajectoire balistique prévisible et peut, lors de l'approche finale, esquiver presque tout ce qu'on lui lance avec une fiabilité quasi parfaite.
Le dernier élément de l'arsenal hypersonique chinois est le GDF 600, bien que ce planeur hypersonique soit encore en développement pour le moment. Le GDF 600 est essentiellement un planeur hypersonique multifonctionnel conçu pour être capable de lancer de nombreuses charges utiles au cours d'un seul vol, et pas seulement celles destinées à des opérations offensives. Équipée pour l'attaque, la plateforme peut lancer simultanément jusqu'à 13 charges utiles, ciblant plusieurs objectifs sur une zone très vaste. La plateforme pourrait aussi déployer jusqu'à 6 drones de reconnaissance, la rendant utile pour la collecte d'informations et les missions de frappe. En résumé, le GDF 600 serait parfait pour passer inaperçu à travers les défenses aériennes, puis submerger une zone avec des appareils plus petits qui accompliraient plusieurs objectifs simultanément. En quittant la Chine, il y a 2 autres pays qui méritent d'être mentionnés et qui jouent leur rôle sur la scène hypersonique, l'Inde et Israël. L'Inde est aujourd'hui reconnue comme une puissance émergente, ayant développé sa propre réponse à la menace hypersonique. L'Inde n'a pas de capacité d'attaque hypersonique, mais développe depuis la fin des années 90 un programme de défense anti-missiles balistiques. L'objectif initial du programme était de développer 2 missiles défensifs pouvant être déployés aussi bien sur terre qu'en mer, avec pour résultat réussi le missile de défense aérienne Prithvi, conçu pour l'interception en haute altitude, et le missile de défense aérienne avancé pour l'interception en basse altitude. Le programme a évolué vers des missiles défensifs, longue portée plus avancés au cours des années 2000, et le développement de la phase 3 a été officiellement annoncé en janvier 2026. La phase 3 porte sur les missiles de défense anti-missiles et anti-hypersoniques avancés, conçus respectivement pour intercepter les missiles et véhicules hypersoniques. L'ADAM et l'ADH devraient commencer les essais en 2030. Israël, quant à lui, ne dispose pas officiellement de capacités d'attaque hypersonique, mettant plutôt tous ses efforts dans des systèmes de défense multicouches de pointe. Les couches comprennent le dôme de fer, la flèche et la fronde de David, créant ensemble une barrière parmi les plus impénétrables au monde. Le dôme de fer constitue la couche la plus basse, opérant entre 4 et 70 km. La fronde de David constitue la couche intermédiaire, couvrant de 70 à 300 km, et la flèche est divisée en 2 et 3, qui opèrent respectivement jusqu'à 150 km et 2400 km. Actuellement, Israël n'a pas de solution définitive contre les attaques de planeurs hypersoniques, mais répond à ces menaces avec le projet Skysonic. Skysonic est un intercepteur de phase de vol, plané similaire à ceux en développement aux États-Unis. Et bien que le système soit déjà fortement promu, il ne devrait pas être prêt avant quelques années, selon les porte-paroles. Un autre projet, Iron Beam, est aussi en développement et prévoit d'utiliser des armes à énergie dirigée pour détruire des essaims de drones et d'autres projectiles intermédiaires. Pour conclure, revenons en Amérique et évoquons brièvement la tentative du pays de rattraper son retard en armes hypersoniques. À l'heure actuelle, le consensus est que même si la Russie exagère ses capacités, l'Amérique a pris du retard dans ses progrès en matière d'armes hypersoniques. Le département de la Défense des États-Unis a largement communiqué sur l'arme hypersonique à longue portée Dark Eagle, LRHW, récemment passée du prototype aux premiers essais sur le terrain. Vous connaissez peut-être cette arme parce que le président Trump l'a appelée le super-duper missile en 2020. Trump a déclaré « Nous fabriquons actuellement un équipement militaire incroyable, inédit. Nous devons le faire, vu les adversaires auxquels nous avons affaire. » Nous avons un super-duper missile, et j'ai entendu l'autre soir qu'il est 17 fois plus rapide que ce qu'ils ont actuellement. Fin de citation. Dark Eagle est une arme à vol plané propulsé, similaire à l'avant-garde russe, mais leurs objectifs diffèrent fortement. Dark Eagle a une portée plus courte, jusqu'à 3500 km, et est plus lent, avec des vitesses atteignables entre Mach 5 et Mach 17. Dark Eagle ne peut pas transporter d'armes nucléaires pour l'instant, étant conçu pour des frappes de précision sur des cibles importantes. Les caractéristiques remarquables de Dark Eagle sont sa grande polyvalence, son déploiement possible depuis un lanceur mobile routier, son exploitation totale de la faille radar grâce à une approche en phase de vol plané, et sa capacité à faire preuve de toute l'agilité nécessaire pour éviter les contre-mesures. Dark Eagle est encore en phase de test, mais certains spéculent déjà qu'elle pourrait rivaliser avec la WIG-21 chinoise comme l'arme la plus difficile à éviter au monde. En mars de cette année, le premier Dark Eagle a été remis à la batterie Bravo du 1er bataillon du 17e régiment d'artillerie de campagne, à la base conjointe Lewis McChord, dans l'État de Washington. Des essais en vol complet ont été couronnés de succès, ce qui signifie que cette course internationale à l'armement s'intensifie officiellement. Merci de votre attention.